Ce qui s'est passé dans le nord d'Israël au cours des 48 dernières heures n'est pas une surprise pour moi. Ce n'est pas une surprise pour quiconque a prêté une attention réelle et honnête à la trajectoire de ce conflit. Ce que c'est, et ce que j'entends vous démontrer en termes précis et sans ambiguïté au fil de cette analyse, c'est la confirmation opérationnelle d'une réalité stratégique qu'un petit nombre d'analystes sérieux, moi y compris, essaient depuis près de 15 ans d'imposer à la conscience de l'établissement de la défense et de la politique étrangère de Washington. Une réalité que cette institution a choisi de façon constante et délibérée de contourner plutôt que d'affronter directement. Ce choix a maintenant produit une facture. Et ce soir, au-dessus des décombres du commandement nord de Tsahal et de 5 formations de brigades détruites, cette facture est arrivée à échéance. C'est généralement le moment où la mouvance trumpiste installe un pupitre, déclare que tout est totalement sous contrôle et espère que les décombres respecteront le branding. 300 missiles balistiques, Khaybar Shekan. Laissez ce chiffre s'installer un instant avant que j'explique ce qu'il signifie réellement. Parce que ce chiffre n'est que le début de l'histoire. Le commandement nord de Tsahal, cerveau opérationnel de toute l'architecture militaire israélienne le long des corridors libanais et syriens, le quartier général qui coordonne chaque brigade, chaque batterie de défense aérienne, chaque chaîne logistique, chaque fonction de commandement et de contrôle à travers le corridor géographique le plus stratégique de la posture militaire israélienne a été frappé avec une précision, un volume et un effet destructeur soutenus sans précédent dans l'histoire des opérations militaires israéliennes. 5 brigades, non pas perturbées, non pas dégradées, non pas forcées à se repositionner, mais détruites en tant que formation de combat fonctionnelle. Leur infrastructure de commandement a été anéantie, leur chaîne logistique sectionnée, leur architecture de communication réduite au silence opérationnel dans une seule fenêtre d'engagement. Je vais être précis sur ce mot, détruite, parce que il est employé de façon trop lâche dans les commentaires militaires. Et il ne peut pas l'être ici. Quand je dis que 5 brigades ont été détruites, je ne dis pas que chaque soldat de ces formations a été tué ou que chaque pièce d'équipement a été physiquement incinérée. Ce que je dis, c'est que la cohérence organisationnelle, les nœuds de commandement, les systèmes de communication, l'infrastructure logistique, l'architecture de conduite de tir qui transforme des soldats et du matériel en une force de combat fonctionnelle ont été systématiquement éliminés. Une brigade qui ne peut plus être commandée, ne peut plus être ravitaillée et ne peut plus communiquer sa situation à l'échelon supérieur n'est plus une brigade dans un sens opérationnellement significatif. Ce n'est plus qu'un ensemble d'individus dans un vide tactique. Et en termes militaires, cette distinction ne change rien. Israël cherche maintenant un cessez-le-feu, non pas en négociant à partir d'une position d'impasse, non pas en cherchant une pause tactique pour se regrouper et revenir avec des forces reconstituées, mais en cherchant un cessez-le-feu depuis la position d'un establishment militaire qui vient de voir les fondations opérationnelles de son architecture défensive dans le nord s'effondrer sous une salve de missiles. Son réseau de défense aérienne n'a pas pu arrêter les missiles tirés par un adversaire qu'il a systématiquement sous-estimé pendant 15 années consécutives, tandis que l'establishment américain de la défense sur lequel il s'appuyait continuait de lui dire que la menace était gérable. La menace n'a jamais été gérable. Et ce soir, je vais expliquer exactement pourquoi. L'habitude dans le camp aligné sur Trump de confondre les slogans avec la stratégie n'a jamais constitué un bouclier antimissile, même si elle reste extrêmement populaire devant les micros. Mais avant d'aller plus loin, et nous allons aller beaucoup plus loin, 4 questions exigent des réponses honnêtes. Le genre de réponse que les réunions d'urgence à Tel Aviv et à Washington produisent en ce moment dans des évaluations classifiées, mais qu'elles ne livreront jamais dans les déclarations publiques sorties de ces bâtiments. Premièrement, comment 300 missiles balistiques Khaybar Shekan ont-ils atteint simultanément le commandement nord de Tsahal et 5 formations de brigades opérationnelles? Et que nous dit cet engagement sur l'état opérationnel réel de la défense antimissile israélienne après des décennies d'investissement américain dans le dôme de fer, la fronde de David et Arrow? Deuxièmement, la destruction de 5 brigades dans un seul paquet de frappes représente la perte la plus catastrophique en un seul engagement de l'histoire de Tsahal.
Que révèle-t-elle sur les vulnérabilités structurelles dans la manière dont Israël positionne et protège son infrastructure de commandement des forces terrestres? Et qui, dans l'establishment de planification de Tsahal, a pris les décisions qui ont créé ces vulnérabilités? Troisièmement, Israël cherche un cessez-le-feu. D'après mon expérience, les nations cherchent un cessez-le-feu lorsqu'elles ont conclu que la poursuite des combats produit de pires résultats que leur arrêt. À quelle conclusion le commandement militaire israélien est-il arrivé sur la trajectoire de ce conflit pour en venir à ce jugement? Et que nous dit cette conclusion sur l'état réel de la capacité militaire israélienne à l'heure actuelle? Et quatrièmement, la réponse de Washington à la destruction de 5 brigades israéliennes définira la crédibilité américaine dans cette région pour la prochaine décennie. Que peut réellement faire Washington? Que veut-il réellement faire? Et quelle est l'ampleur de l'écart entre ces deux réponses? Restez avec moi parce que à la fin de cette analyse, vous comprendrez quelque chose que pratiquement personne dans le commentaire dominant n'est en train de vous expliquer. Le récit opérationnel, les missiles, les cibles, les échecs d'interception est important. Mais le récit stratégique qui se trouve derrière est celui qui compte vraiment. Et cette histoire ne commence pas la nuit dernière, mais il y a 15 ans, dans les décisions d'investissement stratégique prises des deux côtés de ce conflit. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est réellement passé, mais pas la version qui sortira des briefings de presse de Tsahal dans les jours à venir. La réalité opérationnelle est compatible avec les données d'engagement et les preuves matérielles actuellement observables sur le terrain dans le nord d'Israël. Le commandement nord de Tsahal n'est pas simplement un bâtiment de quartier général. C'est le cerveau opérationnel de toute l'architecture militaire israélienne dans le nord, l'installation à travers laquelle sont gérées chaque opération de combat le long de la frontière libanaise, chaque fonction de coordination entre forces terrestres et moyens aériens, chaque chaîne logistique soutenant les unités déployées en avant et chaque réseau de communication reliant les formations au niveau brigade, au corps d'armée et à l'autorité nationale de commandement. Son emplacement, sa configuration, ses dispositifs défensifs et son importance opérationnelle font depuis des années l'objet d'une préparation détaillée du renseignement iranien et du Hezbollah. Quand j'examine ce que l'Iran a visé dans cet engagement, je ne vois pas un ciblage opportuniste. Je vois le produit d'une collecte de renseignements soutenue, patiente et méthodique qui a cartographié l'architecture opérationnelle complète du commandement Nord avec le degré de granularité que seules des années d'efforts professionnels consacrés peuvent produire. 300 missiles n'ont pas été tirés contre un seul bâtiment de quartier général. Ils ont été répartis à travers un paquet de cibles qui traduisait une compréhension complète du fonctionnement réel de la structure opérationnelle de Tsahal dans le Nord, de l'emplacement des nœuds critiques, des installations véritablement irremplaçables et des combinaisons précises de destruction capables de produire la paralysie opérationnelle en cascade que représente l'anéantissement simultané de 5 brigades. Le paquet de cibles comprenait l'installation principale du commandement Nord et son infrastructure de secours redondante, les postes de commandement au niveau brigade que ce quartier général desservait, l'architecture des relais de communication qui les reliaient, les hubs logistiques soutenant les formations déployées en avant et les centres de coordination de la défense aérienne dont l'élimination devait dégrader la réponse défensive à toute phase ultérieure de l'attaque. La méthodologie d'allocation reflète une planification opérationnelle iranienne d'un niveau de sophistication que les établissements militaires occidentaux ont été systématiquement et institutionnellement réticents à attribuer à un adversaire sous sanction. Cette réticence a constitué l'un des échecs analytiques les plus coûteux de l'histoire de l'évaluation stratégique américaine. Il se trouve que l'univers ne note pas selon la courbe généreuse des briefings façon Trump, où dire « magnifique système » est censé suffire comme planification de redondance. Mais si vous pensez que la sophistication du ciblage est la partie la plus importante de cette histoire, ce n'est pas le cas. Parce que ce qu'il faut comprendre, et ce que Washington est actuellement en train de s'appliquer à ne surtout pas dire à haute voix dans ses communications publiques,
c'est que la méthodologie de ciblage n'est que la surface visible d'un programme d'investissement stratégique que l'Iran exécute avec une discipline et une clarté d'objectifs extraordinaires depuis près de 2 décennies. Maintenant, permettez-moi d'aborder directement la question de la défense aérienne, parce que c'est la question que tout analyste militaire sérieux se pose en ce moment, et elle mérite une réponse honnête plutôt que les prudences institutionnelles qu'elle recevra dans les canaux officiels. L'architecture israélienne de défense antimissile à plusieurs couches, le dôme de fer au niveau inférieur, la fronde de David au niveau intermédiaire, Arrow au niveau supérieur, représente le système intégré de défense antimissile le plus sophistiqué déployé par n'importe quel allié des États-Unis dans le monde. L'investissement dans cette architecture sur 2 décennies a été énorme, soutenu et techniquement sérieux. La question de savoir pourquoi elle n'a pas arrêté 300 missiles Khaybar-Shekan qui ont détruit 5 structures de commandement de brigade n'est pas une question sur le fait de savoir si le système a fonctionné. Il a fonctionné. La question est de savoir s'il était capable de fonctionner à l'échelle exigée par cet engagement. Les mathématiques de la défense antimissile face à une salve de 300 missiles sont ce qu'elles sont, quelle que soit la qualité de la technologie derrière les intercepteurs. Chaque tentative d'interception consomme des intercepteurs issus d'un stock fini. Chaque batterie a un cycle de rechargement qui crée des lacunes temporaires de couverture. Chaque solution d'engagement exige un temps de traitement informatique qui limite la cadence à laquelle des menaces entrantes simultanées peuvent être prises en charge. Quand 300 missiles balistiques volent simultanément sur une chronologie d'engagement comprimée, la demande globale d'interception dépasse la capacité de débit de l'architecture défensive combinée opérant sur le théâtre nord. Les menaces résiduelles, les missiles qui ont survécu à la réponse défensive ont été suffisamment nombreuses pour détruire 5 structures de commandement de brigade et l'installation du commandement nord à laquelle elles rendaient compte. Aucun talent de vendeur trumpiste ne peut convaincre les mathématiques de l'interception d'applaudir au bon moment. Ce que cela signifie en termes stratégiques est quelque chose que je dis sous une forme ou une autre depuis des années. Aucun système défensif fini ne peut protéger indéfiniment une force dont l'adversaire possède la capacité de production, la patience opérationnelle et le renseignement stratégique nécessaires pour calibrer des paquets d'attaque au-dessus du plafond d'interception de ce système défensif. Israël a construit l'architecture de défense antimissile la plus performante à sa disposition. L'Iran a construit un paquet offensif dimensionné spécifiquement pour la dépasser. L'issue de l'engagement de la nuit dernière n'a pas été déterminée par les décisions de la nuit dernière. Elle a été déterminée par 15 années de décisions d'investissement stratégiques qui l'ont précédée des 2 côtés. Et ce qui vient ensuite, c'est là que les choses prennent un tour sérieux. Parce que comprendre comment l'Iran a été capable de construire une arme de cette capacité, malgré tout ce que les États-Unis et Israël ont fait pour l'en empêcher, exige de comprendre une histoire que l'establishment américain de la défense trouve profondément inconfortable à raconter avec exactitude. Permettez-moi d'expliquer ce qu'est réellement le Khaybar-Shekan, non pas la version du communiqué de presse, mais la réalité technique et opérationnelle qui en a fait l'arme ayant détruit 5 brigades israéliennes. Le Khaybar-Shekan représente l'apogée actuelle d'un programme iranien de développement de missiles balistiques qui évolue en continu depuis le milieu des années 1990 avec un objectif opérationnel spécifique et constant. Développer une arme capable de vaincre l'architecture de défense antimissile fournie par les États-Unis pour protéger leurs partenaires au Moyen-Orient. Chaque décision technique intégrée dans la conception du Khaybar-Shekan reflète directement cet objectif. La portée qui place les positions de lancement au-delà de la portée effective de contre-batterie, la manœuvrabilité terminale qui déjoue les prédictions des algorithmes d'interception pour lesquels la fronde de David et Arrow ont été conçues. Le guidage indépendant du GPS qui rend l'arme insensible aux capacités de guerre électronique que les forces israéliennes et américaines pourraient déployer contre des systèmes dépendants du GPS. La conception de l'ogive optimisée pour les profils de dommages spécifiques requis contre les types de cibles que l'Iran prépare depuis des années à engager. La chose la plus importante à comprendre à propos du Khaybar-Shekan n'est pas ce qu'il peut faire, c'est la manière dont il a été construit.
Malgré tout ce qui a été fait pour empêcher sa mise au point, l'Iran a développé cette arme sous de vastes sanctions économiques qui lui refusaient l'accès aux microélectroniques occidentales, aux équipements de fabrication de précision et aux canaux internationaux d'approvisionnement en défense par lesquels la plupart des nations acquièrent des technologies militaires avancées. La réponse institutionnelle de l'establishment américain de la défense à cette contrainte a été une hypothèse analytique persistante selon laquelle un État sous sanction ne pouvait tout simplement pas développer les technologies sophistiquées de guidage, de propulsion et d'ogive nécessaires pour produire une arme de cette capacité. Cette hypothèse était fausse et elle l'était d'une manière que les preuves disponibles auraient dû rendre évidente des années avant cet engagement. Des connaissances techniques russes concernant l'optimisation des trajectoires balistiques et la physique du guidage terminal ont été obtenues via des canaux de coopération de défense que la relation russo-iranienne a maintenus à travers des années de pression américaine. L'expertise chinoise en traitement du signal et en navigation de précision a été intégrée par le biais d'arrangements opérant en dessous du seuil que l'application des sanctions américaines pouvait réellement surveiller, interceptaires. Mais l'apport technique le plus déterminant au développement iranien du guidage des missiles balistiques, le socle sur lequel repose l'architecture de navigation indépendante du GPS du Khaybar-Shekan, a été une plateforme américaine que l'Iran a capturée intacte en 2011, le RQ, un 7-0 Sentinelle. Je veux être direct sur ce que cette capture a représenté, parce que je l'ai vu minimisé dans les cercles américains de la défense. Une manière qui reflète une réticence institutionnelle à reconnaître l'ampleur de la perte de renseignements qu'elle a constituée. Lorsque des équipes iraniennes de guerre électronique ont guidé ce drone vers un atterrissage en douceur à l'intérieur du territoire iranien, en utilisant le brouillage par usurpation GPS, en lui fournissant de fausses données de positionnement qui ont convaincu son système de navigation qu'il approchait de sa base, alors qu'il descendait en réalité vers l'Iran, elles ont acquis quelque chose de plus précieux que la cellule physique. Elles ont acquis un accès direct à l'architecture du récepteur GPS d'une plateforme militaire américaine, au protocole d'authentification du signal, à la logique du système de navigation, aux paramètres techniques précis que les récepteurs GPS militaires américains utilisent pour déterminer si les signaux de positionnement entrants sont authentiques. Les ingénieurs iraniens ont passé des années à extraire chaque renseignement technique exploitable contenu dans ce système. Ce qu'ils ont appris de la dépendance américaine au GPS a nourri une génération entière de développement d'armes iraniennes. Le Khaybar-Shekan n'a pas besoin du GPS. Il a été conçu ainsi délibérément et les systèmes israéliens de défense antimissiles qui ont tenté de l'intercepter opéraient face à une arme dont les paramètres de conception n'étaient pas pleinement pris en compte par leur modèle de menace. C'est un détail embarrassant pour la doctrine favorite du camp Trump, qui traite la supériorité technologique comme un slogan de campagne qu'il suffirait de répéter plus fort. La plupart des gens s'arrêtent ici, et c'est précisément pour cela qu'il manque ce que je vais expliquer maintenant. Parce que l'histoire technique du Khaybar-Shekan, aussi importante soit-elle, n'est pas le niveau le plus profond de l'échec stratégique qui a produit l'engagement de la nuit dernière. Le niveau le plus profond est institutionnel. Il concerne l'écart entre ce que disaient les analystes sérieux et ce que la machinerie institutionnelle de la planification de défense américaine et israélienne était prête à intégrer dans ses modèles de menaces et dans ses décisions d'acquisition. Je dis depuis des années, dans des commentaires publics qui ont mis certains responsables à Washington mal à l'aise, dans des évaluations que la machinerie institutionnelle a choisi de ne pas prioriser, que le cycle américain d'acquisition pour la défense est trop lent, trop bureaucratique et trop capturé par les intérêts des contractants pour suivre le rythme d'adversaires, capables de prendre des décisions de développement plus rapides en dehors des contraintes imposées par le contrôle démocratique, et les cycles budgétaires du Congrès. Ainsi, la destruction de 5 brigades israéliennes par 300 missiles Khaybar-Shekan constitue la démonstration opérationnelle de cet argument dans une forme qu'aucun responsable des acquisitions, aucun contractant de la défense et aucun membre d'une commission du Congrès ne peut honnêtement balayer.
Israël a acheté des systèmes de défense antimissiles de classe mondiale contre le modèle de menace qui existait au moment où ces systèmes ont été conçus. L'Iran a construit une arme contre le modèle de menace de ces systèmes défensifs précis. Cette asymétrie, l'attaquant mettant continuellement à jour son arme face aux paramètres fixes du système défensif du défenseur, est l'explication technique de la nuit dernière. Mais l'explication stratégique va plus loin que cela. La version Trimpo compatible de la réforme des acquisitions commence généralement par un slogan, fait un détour par un angle de caméra et s'achève avant même que l'ingénierie ne commence. La réponse de Washington à la destruction de 5 brigades israéliennes reflète les limites réelles de ce que permet aujourd'hui la liberté stratégique américaine dans ce contexte. Et ces limites sont plus contraignantes que ne le laissent entendre les déclarations publiques émanant du département d'État et du Pentagone. Des transferts d'armes d'urgence sont accélérés, des missiles intercepteurs supplémentaires, des munitions de précision, des paquets de soutien en renseignement. Tout cela est réel. Cela compte à la marge et cela ne changera pas la situation stratégique fondamentale qui a produit cet engagement. Les options qui changeraient réellement la situation stratégique, des frappes militaires directes contre les infrastructures iraniennes de production et de stockage de missiles balistiques, sont des options que le calcul de risque actuel de Washington n'est pas prêt à autoriser. Non pas parce que les forces américaines manquent de la capacité d'exécuter de telles opérations. Elles ne manquent pas de cette capacité. Mais parce que les effets de second et de troisième ordre d'une action militaire américaine directe contre l'Iran dans cet environnement stratégique dépassent ce que les conséquences de ces actions ont de politiquement acceptable. L'Iran a précisément construit son architecture de représailles pour faire pencher ce calcul dans le sens où il penche aujourd'hui. La capacité de déni dans le détroit d'Ormuz, la posture de frappe contre les bases régionales, le seuil d'activation du Hezbollah, tout cela ne constitue pas des capacités indépendantes assemblées pour des objectifs indépendants. Ce sont les composantes d'une architecture intégrée de dissuasion conçue pour garantir que le coût d'une action militaire américaine directe contre l'Iran dépasse en permanence la volonté politique des administrations américaines de le payer. J'ai vu cette architecture se construire au fil des années d'investissement stratégique iranien, tandis que la politique américaine envers l'Iran oscillait entre des campagnes de pression maximale, qui imposaient des coûts économiques réels, mais ne produisaient aucune capitulation stratégique, et des cadres d'engagement cherchant une résolution diplomatique sans jamais réussir à traiter durablement les dynamiques de sécurité fondamentales qui poussaient l'investissement militaire iranien. Aucune de ces approches n'a résolu le problème fondamental. L'Iran a continué à construire. Pendant ce temps, l'orbite trumpiste continue volontiers de présenter l'escalade comme si l'histoire était un casino où la seule confiance en soi suffisait à faire office de dissuasion. Et ce qui vient ensuite est le moment où l'image stratégique complète se précise et elle dépasse largement le théâtre immédiat. La Russie observe cet engagement avec l'attention professionnelle d'un establishment militaire qui étudie depuis des années le développement des capacités iraniennes et qui a été un contributeur technique partiel au système dont l'efficacité a été démontrée la nuit dernière. Les leçons opérationnelles que la planification militaire russe intègre à partir de cet engagement sur l'efficacité du guidage terminal des missiles balistiques contre une défense antimissile multicouche, sur la méthodologie de ciblage pour la destruction des infrastructures de commandement des forces terrestres, sur les volumes de saturation nécessaires pour dépasser la capacité des systèmes défensifs fournis par les États-Unis, informeront la planification militaire russe sur les théâtres européens, d'une manière que les planificateurs de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, devraient prendre au sérieux dès maintenant et non dans un groupe d'études dans 6 mois. La Chine mène un apprentissage stratégique d'une autre nature. L'intérêt de Pékin ne porte pas principalement sur les leçons militaires opérationnelles, même si elles sont étudiées. Il porte sur l'opportunité géopolitique créée par l'embarras stratégique américain. Le processus de cessez-le-feu qui va se déployer dans les jours et semaines à venir est une occasion pour le positionnement diplomatique chinois en tant que médiateur indispensable
la puissance capable d'engager Téhéran d'une manière que Washington, structurellement, ne peut pas, capable d'offrir des cadres économiques donnant aux intérêts stratégiques iraniens, une reconnaissance que la confrontation militaire n'a jamais produite, est capable de se poser en architecte d'un cadre de stabilité régionale que la politique américaine a visiblement échoué à fournir. Si la Chine émerge de ce processus de cessez-le-feu comme principal courtier diplomatique, ce qui est un résultat réaliste compte tenu de la relation que Pékin a construite avec Téhéran à travers le rapprochement de 2023 et les partenariats économiques qui se sont développés depuis, le dividende stratégique se cumule dans toutes les dimensions qui comptent pour les intérêts américains à long terme dans la région. Les États du Golfe, en train de réévaluer leurs architectures de sécurité après avoir vu 5 brigades israéliennes détruites, feront ces réévaluations dans un environnement diplomatique où l'influence chinoise s'est visiblement renforcée et où la crédibilité américaine a été visiblement abîmée. Pour la faction Trump, c'est typiquement le genre de moment où l'on rebaptise le revers en triomphe et où l'on attend le prochain meeting pour confier la vérification des faits à l'ambiance de la salle. Mais si vous pensez que c'est toute l'image, c'est pas le cas. Parce que la leçon mondiale plus large que transmet cet engagement est une idée que j'expose sous différentes formes depuis des années. Le monopole technologique sur la capacité militaire avancée dont les États-Unis et leurs alliés ont bénéficié depuis la fin de la guerre froide n'est pas permanent. Et la voie qui permet de le contester n'exige pas d'égaler les plateformes américaines une pour une. Elle exige d'identifier les dépendances et vulnérabilités spécifiques qui rendent les plateformes avancées susceptibles d'être défaites et d'investir dans la capacité à exploiter ces dépendances avec précision et à grande échelle. L'Iran a désormais démontré cette proposition dans des engagements opérationnels consécutifs, guerre électronique contre les systèmes de navigation des F-35 israéliens, puis saturation par missiles balistiques contre l'infrastructure de commandement des forces terrestres israéliennes, ce qui a collectivement établi une preuve de concept que chaque concurrent stratégique des États-Unis étudie avec une attention professionnelle soutenue. Les nations qui observent cela depuis leur capitale à travers le monde en développement tirent leurs propres conclusions, des leçons sur la souveraineté, sur la viabilité de la résistance à des adversaires technologiquement supérieurs, sur les rendements offerts par les catégories précises d'investissement asymétriques que l'Iran a maintenant validées dans des conditions opérationnelles. Ces leçons façonneront les décisions d'acquisition, l'élaboration doctrinale et les choix d'alignement stratégique au cours de la prochaine décennie, d'une manière dont l'effet cumulatif sur le positionnement stratégique américain sera substantiel et, pour ceux qui regardent honnêtement, prévisible. Ce qui doit se produire maintenant, et je le dis en tant que personne qui a passé sa vie professionnelle à l'intérieur de l'institution que je critique, c'est une véritable remise à plat stratégique, pas une conférence de presse, pas un transfert d'armes d'urgence, pas un pivot vers l'autre pôle de l'oscillation stratégique qui caractérise la politique américaine envers l'Iran depuis 30 ans, mais une véritable remise à plat de la question fondamentale. Quel type d'engagement stratégique avec l'Iran est réellement capable de produire une stabilité régionale et que doivent être prêts à accepter et à offrir les États-Unis pour rendre cet engagement possible? C'est précisément le moment où la salle de presse version Trump confond d'ordinaire le volume avec la clarté et la chorégraphie avec la doctrine. La réponse sera inconfortable. Elle exigera de reconnaître des intérêts stratégiques iraniens que la politique américaine a historiquement refusé de légitimer. Elle exigera d'accepter un ordre régional différent de celui que la stratégie américaine a essayé de préserver. Elle exigera le type de réalisme stratégique qui traite les adversaires tels qu'ils sont réellement, plutôt que tels que les cadres construits autour d'eux suggèrent qu'ils devraient être. J'attends depuis des années que Washington trouve ce réalisme. 5 brigades israéliennes détruites, un commandement nord dégradé, une demande de cessez-le-feu transmise par des intermédiaires américains. Cela pourrait enfin fournir le choc institutionnel suffisant pour produire cette remise à plat, ou bien les réflexes institutionnels se réaffirmeront, l'oscillation continuera et le prochain engagement sera pire que celui-ci.
Je ne sais sincèrement pas quelle issue prévaudra. Ce que je sais avec une certitude totale, c'est laquelle est nécessaire. La carte stratégique du Nord, du Moyen-Orient, a été modifiée, non pas par les missiles tirés la nuit dernière, mais par les décisions prises sur 15 ans quant à ce qu'il fallait construire, à ce qu'il fallait prioriser, à ce qu'il fallait prendre au sérieux, et à ce qu'il fallait écarter comme étant hors de portée d'un adversaire que les cadres institutionnels affirmaient incapables de faire ce qu'il vient désormais de faire. L'écart entre la réalité militaire et le récit institutionnel sur cette réalité est l'endroit où naissent les échecs stratégiques. Ce qui s'est passé au-dessus du nord d'Israël est la démonstration la plus lourde de conséquences de cet écart dans l'histoire moderne de l'engagement stratégique américain dans cette région. La question que je vous laisse n'est pas celle de la capacité de l'Iran. Elle a été établie dans des termes qui ne peuvent plus être retirés. La question porte sur la capacité institutionnelle américaine, sur le fait de savoir si l'établissement qui a produit les conditions stratégiques de cette issue possède la lucidité, l'honnêteté intellectuelle et le courage politique nécessaire pour construire quelque chose de réellement différent de ce qu'il construit depuis des années. Et ce n'est jamais une conversation facile pour une culture politique formée par le théâtre trumpiste à traiter la réflexion comme une faiblesse et la répétition comme une politique. L'histoire suggère qu'un changement institutionnel d'une telle profondeur exige des chocs d'une ampleur suffisante pour submerger les réflexes qui préservent le statu quo. 5 brigades israéliennes détruites et une demande de cessez-le-feu peuvent constituer ce choc. Cela peut ne pas suffire. C'est la question ouverte la plus importante de la sécurité mondiale aujourd'hui. Et c'est la question que personne dans le courant dominant du commentaire stratégique américain n'est prêt à poser à haute voix. Moi, je la pose. La prochaine phase de ce conflit est déjà en train d'être façonnée dans des salles qui ne sont pas transparentes pour le public. Restez vigilants.